Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio. Ce soir encore, on va débriefer toute l'actualité du football européen tous ensemble. Alors bien entendu, vous abordez les sujets que vous voulez. Et puis, moi, j'ai fait un petit plan comme d'habitude pour un petit peu organiser cette émission. Mais oui, bien sûr, ne vous sentez pas obligé de réfréner vos envies de discussion sur le football. Il n'y a aucun problème, bien entendu. Je parle de tout ce que vous voulez. Bonsoir au JCRM, merci d'être dans les commentaires. Donc bonsoir à tous, le Chelsea versus Liverpool m'a réconcilié avec le foot, je me suis régalé. Justement, ça va être notre dernier point. Et sinon, l'ambiance du River Boca, oui, ça c'était extraordinaire. Hier, j'ai regardé le match en direct avec un ami. Et d'un côté, il y avait donc AC Milan, Atalanta, et de l'autre côté, il y avait River Boca. Donc voilà, c'était sympa de regarder les deux en même temps. Et pour terminer, merci Papy Gasset, absolument, c'est vrai, on va en parler aussi. Pourquoi pas parler de l'OM et de cette victoire 4-1 sur Montpellier. Salut Pipovici, bienvenue, bonsoir à toi aussi. Ça fait plaisir que tu sois là. Nouvel horaire pour Buonasera Calcio, 20h, voilà, en direct sur Twitch. Alors bien sûr, il y en a plein qui vont l'écouter en podcast ou revoir la vidéo YouTube, donc ça, bien entendu, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez envie de discuter et de donner votre avis, n'hésitez pas, c'est en direct tous les lundis soirs à 20h. Donc voilà, n'hésitez pas, avec grand plaisir à nous rejoindre sur la chaîne Twitch de Buonasera Calcio. Les 3 points ce soir, déjà, on va revenir sur les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, parce qu'on n'en a pas parlé du tout. On n'en a pas parlé du tout depuis la fin depuis les huitièmes de finale, le début des huitièmes de finale. Pourquoi ? Parce que je voulais attendre d'avoir un panorama complet des matchs des huitièmes de finale aller pour pouvoir peut-être tirer des enseignements de ce qui s'est passé en Champions League. Donc là, on va débriefer. On va revenir aussi, mais bon, pas que, mais on va revenir sur le Bayern qui respire, cette victoire 2-1 dans les arrêts de jeu pour le Bayern contre Leipzig. Donc voilà, mais aussi voir un petit peu comment la situation du Bayern a été gérée, parce que moi je trouve que c'est assez ubuesque. Et enfin, on va terminer sur le Liverpool Football Club qui a gagné le premier titre de la saison disponible pour les équipes anglaises, la Coupe de la Ligue en week-end, en finale contre Chelsea. Au JCRM on parlait, voilà. Au JCRM qui dit « Ah, c'est 20h tout le temps maintenant, je croyais uniquement ce soir. » Non, pour des... voilà, je pense que 20h, c'est... avant, j'étais obligé de faire 21h. Maintenant, 20h, je peux le faire. Donc pourquoi pas. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. Déjà parce qu'à 20h, en fait, souvent, il y a des matchs à 20h45 le lundi, ou 21h, et donc, comme ça permet à tout le monde de les voir. Et puis en plus c'est le début de semaine, donc des fois, on est un petit peu fatigué, on a envie de se coucher tôt. Donc je préfère commencer plus tôt, comme ça il y a plus de monde en direct sur le live et c'est plus cool de discuter, donc voilà. Et voilà, tu vois, en plus à 21h il y a plein de streams, et puis c'est vrai qu'il y a les copains de Radio Mergazenco qui ont leur stream à 21h aussi. Donc voilà, ça vous permettra de faire Buonasera Calcio, et puis ensuite passer sur Radio Mergazenco pour enchaîner avec leur stream sur Twitch, avec grand plaisir. Donc voilà. Bon, on y va. On commence par les huitièmes de finale aller. Donc ça y est, on a terminé. Vous savez que maintenant les huitièmes de finale sont étalés sur plusieurs semaines, et que les matchs retour ont lieu 3 semaines après le match aller. Peu importe quand est-ce que vous jouez. Donc voilà. Alors moi je trouve ça plutôt pas mal. Alors les 3 semaines entre les 2 tours, ça m'embête un peu, mais je trouve ça plutôt pas mal en fait qu'il y ait peu de matchs à regarder en même temps le mardi et le mercredi, parce que quand il y en avait 4 et 4, c'était t'en ratais beaucoup en fait, et c'est dommage parce que c'est les matchs qu'on attend toute l'année, très clairement. Donc c'est vrai que là maintenant il y a 2 matchs qui se jouent le mardi, 2 matchs qui se jouent le mercredi, et puis ensuite la semaine suivante 2 autres et 2 autres. Donc ce qui fait que c'est plus cool, moi je trouve. Comme ça on peut vraiment bien choisir les matchs qu'on veut voir en direct, et puis après voilà, on a que la moitié des matchs en gros qu'on voit pas, et pas les 3 quarts, quoi. Donc voilà.
Très décevant ces huitièmes. La semaine passée, j'ai préféré la première ligue. Marie la première ligue, ouais. Et jouer aux jeux vidéo mercredi. Mais de ce que j'ai vu résumé, j'ai rien loupé. Oui, ça c'est vrai. Mardi et non Marie. Oui. Je me suis dit peut-être tu t'étais marié entre temps. C'est possible. Hein. Enfin, je veux dire encore ou pas. Enfin, je sais pas. Donc. Ouais, alors c'est vrai que tu sais, il y a eu une discussion dans l'afterfoot sur le niveau du football européen en ce moment, le niveau du football mondial en ce moment. Et c'est vrai que moi je pense qu'on est dans un espèce de trou générationnel. On a très très peu de joueurs top niveau. Beaucoup moins que ce qu'on avait pu avoir dans les années 2000 et 2010. Et on a des joueurs qui sont très stéréotypés maintenant. En fait, tout s'est tellement professionnalisé que maintenant, en fait, c'est quand même assez rare de voir un joueur spécial qui fait des différences. Et ça rejaillit un petit peu sur... il y a toute une génération là qui est en train de partir. Hein. On le voit avec Luka Modric qui est un peu le papy qui fait de la résistance. T'as tout à fait raison, Pipovici t'en parle. Mais il est en fin de carrière. Messi, Ronaldo sont partis. Les générations absolument incroyables de Xavi, Iniesta, etc. sont partis aussi. C'est la même chose en Angleterre quand on voyait l'équipe de Chelsea, l'équipe de Manchester United, de Wayne Rooney, etc. L'équipe de Chelsea en face de, je sais pas, Didier Drogba et consorts, et puis l'équipe d'Arsenal de Patrick Vieira, Thierry Henry, etc. On se rend bien compte que, ou même, tout à fait, toi tu parles de Pirlo, mais ou l'équipe du Milan des années 2000, ou l'équipe de la Juve même. Barzagli des 3B, quoi, Barzagli, Buffon et Chiellini, pardon, la BBC. Donc il y a une vraie perte de talent, je trouve. Tu vois, ne serait-ce que la discussion du fait que dire que Van Dijk peut être considéré comme le meilleur défenseur du monde et démontre la faiblesse en fait du football à l'heure actuelle, parce que Van Dijk ne peut même pas rentrer dans la discussion de peut-être l'intégrer dans les meilleurs défenseurs du monde à un moment donné, même dans toute sa carrière, même quand il était au sommet. Je veux dire, il a zéro culture tactique comparé aux meilleurs défenseurs mondiaux qu'on a pu avoir dans les années 90, 2000, 2010. Sur l'homme, il est 100 fois moins agressif. Il est passif dans énormément de situations. Ok, il a une bonne relance, mais enfin voilà, et un bon jeu de tête. Bon, c'est pas parce que tu as une bonne relance et un bon jeu de tête. Sergio Ramos, par exemple, déjà, c'est un peu mieux et peut-être 4-5 niveaux au-dessus de Van Dijk, par exemple. Et pourtant, Sergio Ramos, pour moi, ne doit pas faire partie non plus de la discussion des meilleurs défenseurs du monde, parce que c'est plus un attaquant, un défenseur attaquant qu'un vrai défenseur. Pour moi, quand on élit le meilleur défenseur du monde, on élit le meilleur défenseur du monde. On n'élit pas le meilleur attaquant défenseur. Donc, en fait, c'est vrai que effectivement, il y a une vraie perte de niveau, je trouve, et effectivement, tu as raison aussi, Pipovici, au niveau des goals. Mais les goals, encore, je sais pas si c'est la faiblesse des attaquants qui crée ça, ou si c'est parce que les goals deviennent de mieux en mieux, parce que c'est vrai que les goals, marquer des buts, maintenant, ça devient de plus en plus compliqué, parce que les goals, déjà, font 2 mètres. Buffon, on a rigolé de sa remarque sur il faudrait agrandir les cages, mais moi, je suis pas loin de penser, pas d'agrandir les cages, mais je veux dire, il faut prendre conscience que maintenant, un goal fait dans les 2 mètres, à peu près, a une explosivité musculaire qui n'a rien à voir avec, je sais pas, je prends, un goal d'il y a 30 ans, le goal du Milan, Rossi, par exemple, quand on le voyait se déplacer, ou Zubizarreta, qui était à la même époque au Barça, quand on le voyait se déplacer, on se rend bien compte que la fibre musculaire de Courtois, par exemple, ou de Lounine, là, en ce moment, si on prend en l'occurrence le Real, n'a rien à voir avec Zubizarreta et Rossi. Et pourtant, Zubizarreta et Rossi étaient considérés comme étant des bons goals, ou Seaman, par exemple. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Marquer un but, maintenant, c'est aussi beaucoup plus compliqué avec ces goals-là, qui font 2 mètres et qui sont très très forts. Donc, voilà, c'est un peu... je suis un peu partagé avec ça. Donc, je pense effectivement que le football européen est dans un trou générationnel, qu'il y a
un ou deux grands talents que sont, on va dire, Mbappé, Haaland, si on peut considérer que c'est du talent, mais en tout cas c'est un vrai finisseur, donc voilà. Et puis après, le reste, c'est des joueurs qui vont faire une saison. Un truc comme ça, une demi-saison, qui vont être au top pendant une saison, ou alors des joueurs qui ne vont jamais transformer leur potentiel. Marcus Rashford, je sais pas, Gabriel Jesus, qu'est-ce qu'on peut prendre, Saka, etc. Tous ces joueurs-là sont des joueurs qui végètent un petit peu. Léao, par exemple, si je dois parler de ça, il me fait rêver, mais il ne transforme pas son potentiel. Il est capable de gestes absolument extraordinaires, mais je considère qu'il n'arrive pas à se mettre au niveau des joueurs comme, par exemple, ont pu le faire Messi, Ronaldo, Xavi, Iniesta, Pirlo, tu as tout à fait raison de les citer, ces gens-là, qui sont restés au très très haut niveau pendant toute leur carrière. Et ça, malheureusement, quasi toute leur carrière. On va dire en tous les cas, la majorité de leur carrière. Maintenant, on a des joueurs qui vont exploser sur une saison, puis ensuite vivoter et finalement s'éteindre, en fait. Ou alors, peut-être qu'il va y avoir une autre saison un petit peu meilleure, 5 ans après, parce que tout d'un coup, il se remet à travailler. Mais je sais pas, on prend Isco, par exemple. C'est un très bon exemple. Donc voilà, moi, en tous les cas, c'est mon avis. Je pense qu'on est dans un vrai trou générationnel de talent, et c'est peut-être dû à l'hyper-professionnalisation du football, qui fait en sorte que maintenant les joueurs sont stéréotypés. On le voit, je vous en ai déjà parlé, très souvent on voit exactement les mêmes mouvements, et on sait exactement comment le joueur va se comporter, parce que ce sont des joueurs qui travaillent énormément. Il y a de moins en moins part à l'improvisation. Ils sont très très rares, ces joueurs-là. Bernardo Silva peut être un joueur comme ça. Mais ils sont rares, ils sont vraiment uniques. Ou Kevin De Bruyne, par exemple. Mais ces deux joueurs-là sont dans la plus grande équipe du monde, l'équipe qui a le plus d'argent au monde. Et voilà, est terminé. Modric, par exemple, ou Vinicius sont des joueurs un petit peu plus instinctifs. Mais ils sont très très rares. Donc voilà, c'est vraiment maintenant, il y a peut-être une dizaine de joueurs Fiori class, qu'on peut vraiment considérer comme Fiori class, qui sont donc, je sais pas, en Italie c'est comme ça qu'on les appelle, mais voilà, qui sont vraiment au-dessus du lot. Et après, le reste, c'est une espèce de bouillie moyenne de joueurs très stéréotypés et de plus en plus physiques. Donc voilà. Allez, je fais un petit tour dans les commentaires pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Si on a encore Modric qui nous a montré qu'il est incroyable hier, ouais, absolument. T'es nostalgique de Pirlo, dit Pipovici, bah oui. J'ai l'impression qu'avant, on était fan parfois d'un club grâce à un joueur. Maintenant, c'est plus le package qu'on aime ou pas. Ouais, je suis d'accord. Et puis, il y a aussi le fait que maintenant, les joueurs, très très rarement, restent dans les clubs. C'est-à-dire, première offre, tac, ça dégage. Donc c'est assez... c'est très compliqué aussi de s'attacher à un joueur. Moi, je sais que c'est un joueur qui m'a fait venir au Milan, c'est Van Basten. Après, ce qui m'a plu dans ce club-là, c'est les valeurs qu'il portait, l'image qu'il renvoyait, les joueurs aussi. Maldini, ensuite, m'a fait rester, je pense, au Milan. Je pense que c'est lui qui m'a fait rester. Niveau goal et attaquant, surtout au milieu de terrain et en défense. Je suis d'accord, c'est nul. En attaque, en fait, on produit quand même des joueurs, voilà, je te dis, qui vont être bons, mais qui vont être bons pas longtemps, mais voilà. Comme moi, tu as connu les Baresi, Maldini, etc., Van Dijk, pas le même sport, oui, je suis tout à fait d'accord, mais même Chiellini, Barzagli et donc on va y arriver, Chiellini, Barzagli et Buffon, je veux dire, quand tu as ce trio-là à la Juve, tu peux pas derrière t'extasier devant un Van Dijk. Enfin, ou alors il y a un problème. Je comprends pas, mais et même comment il s'appelle voilà, bon, bref, j'ai perdu son nom. L'autre défenseur qui est parti à l'Union Berlin. Voilà, c'est impossible. Des fois, j'ai toujours un joueur ultra connu dont je perds le nom. Je ne sais pas, je pense qu'il faut que je mange plus de poissons. Ne plus avoir un Italien dans les meilleurs défenseurs au monde, ça montre que le niveau est bien descendu. Bah ça, oui, je sais pas. Après là, il y a Buongiorno qui arrive. Buongiorno est un très très bon défenseur du Torino, et je pense que, je sais pas comment on va voir, mais on va voir comment il évolue, mais il y a moyen qu'il soit vraiment assez bon si justement il maintient son niveau. Un Barthez, il réussirait pas, je pense, en 2024, absolument. Le seul goal un peu type Barthez qui reste un petit peu dans le football professionnel,
professionnel, du top 50 mondial, on va dire, c'est Lopez, je pense. Lopez, il est complètement anachronique. D'ailleurs, je pense que ça commence à se voir que vraiment il est anachronique et qu'il est plus ce qu'il devait être, mais ce que l'OL devrait avoir dans les cages. Mais oui, c'est fini ces goals-là qui font 1m80, etc. C'est terminé. Quand tu vois les mecs champions du monde, ça fait pas rêver aujourd'hui. Désolé, mais Enzo Fernandez, McAllister, etc. C'est sympa, mais pas plus. C'est vrai que l'Argentine n'a pas une génération complètement folle. Hein. C'est pas fou. Hein. Même De Paul, ce sont des travailleurs, hein, mais c'est pas extraordinaire, quoi. Après, oui, c'est vrai que Fernandez, il fait quand même, enfin, il est pas mauvais, mais c'est clair, c'est pas du fur classe. Excepté Messi, même en défense, hein. Enfin, ils ont gagné la Coupe du Monde avec Otamendi, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez. Otamendi, déjà, quand il était à son prime, il était pas bon. Alors là, je te raconte pas, quoi. Donc bref. Ouais, je sais pas. C'était pas une super équipe. Après, le Portugal 2016 n'est pas une super équipe. Je sais pas, la Grèce 2004 n'est pas une super équipe. La Coupe du Monde, il y a des Coupes du Monde qui ont été gagnées au préalable où il n'y avait pas des super équipes. Mais bon. À l'époque, t'avais l'Italie, le Brésil, champion du monde, les mecs, ils faisaient rêver. Ouais, c'est vrai. Kifkoni, salut, comment ça va? Ça fait plaisir que tu sois là. Avec les calendriers surchargés, la dimension physique a pris le dessus. Oui, et puis surtout, effectivement, il te faut au moins 2 ou 3 remplaçants pour chaque poste, surtout les postes très très exposés aux blessures, qui sont très explosives. Qui ont on va dire, les rôles les plus explosifs, parce qu'il y a beaucoup de blessures, Bonici, ouais, absolument, beaucoup de blessures musculaires. Il faudrait limite un système comme le basket avec entrée et sortie des joueurs plusieurs fois dans le match pour voir des profils moins physiques. Disons une meilleure gestion des temps de jeu. C'est pas faux. Après, les 5 changements, quand même, alors il y a beaucoup d'entraîneurs qui les utilisent pas vraiment. Par exemple, Guardiola et Klopp se plaignent énormément du rythme des saisons, hein, du calendrier. Ils ont milité pour les 5 changements, et c'est très rare qu'ils fassent leurs 5 changements. Alors que ce sont des clubs qui ont les moyens financièrement, pas physiquement, mais physiquement aussi, mais financièrement. C'est aussi ça le problème des multiples changements, c'est que ça avantage vraiment considérablement les gros clubs. Hein. Très clairement, plus tu as des moyens, plus tu as un banc qui peut faire la différence, et très souvent d'ailleurs on voit que les joueurs qui font la différence dans les grandes équipes sont les joueurs qui sont sur le banc. Voilà. Donc voilà, c'est un peu, c'est une nouvelle façon de gérer le football, voilà. Mais c'est vrai qu'on a énormément de blessures. Moi, je trouve quand même que cette année, par exemple, on a beaucoup de blessures. Hein. Justement, comme tu dis, Kifkoni, parce que ça devient vraiment une discipline de plus en plus physique, le football, et que finalement, c'est ça qui prend le dessus sur la technique. Il y a énormément de joueurs qui sont quand même pas très techniques, mais la débauche d'énergie physique qu'ils font sur 90 minutes. Au début de en première mi-temps, souvent, on les voit pas trop, mais en deuxième mi-temps, tout d'un coup, ils rayonnent sur le match, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils enterrent physiquement les joueurs qui sont en face. Donc, ouais, c'est assez... bref. Faut pas oublier aussi que le montant des transferts a créé une énorme fossé aussi, et du coup ça se ressent dans les championnats. Je prends Marseille que je supporte, être obligé d'aller chercher les joueurs en Suisse ou en Norvège, c'est étonnant. Ouais, absolument, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est vrai que tant qu'on n'aura pas un encadrement des masses salariales et des transferts en fonction des budgets, chose qu'on pourrait avoir type NBA avec la Super League, je pense qu'on aura toujours ce problème. Hein, donc voilà, je pense malheureusement, il n'y a qu'une entité privée qui peut légalement régir ce type de choses. Tant qu'il n'y aura pas ça, c'est un peu comme, on va dire, en première ligue. Pas du tout. En Formule 1, c'est pas ça que je voulais dire. En Formule 1, par exemple, en Formule 1, effectivement, le règlement garantit, on va dire, une certaine équité. En football, il n'y a quasi rien qui garantit une certaine équité. À partir du moment où tu as plus d'argent que l'autre et qu'il n'y a pas de régulation, surtout qu'avec les grands clubs du style anglais et le Paris Saint-Germain, en fait, il n'y a plus aucune régulation parce qu'ils ont aidé l'UEFA à, on va dire, sauver le football de la Super League, de la méchante Super League. Donc là, il n'y a plus aucune régulation. Tu prends Chelsea, par exemple. Chelsea, je veux dire,
s'ils sont pas sanctionnés par le fair play financier la prochaine fois qu'ils vont en Coupe d'Europe, c'est un truc que tu peux pas comprendre en fait, parce qu'ils ont pas les revenus à hauteur de l'investissement, c'est pas possible. Tu vois, Manchester City, c'est la même chose. Je pense qu'un jour ou l'autre, il va falloir vraiment se pencher sur leur cas et les sanctionner fermement. Et je pense que c'est ce qui va arriver, mais ça va prendre du temps. Et pareil pour Paris. Mais malheureusement, l'UEFA ferme les yeux complètement parce que ce sont des alliés stratégiques, politiques contre la Super League. Donc malheureusement aussi, il est là le vrai débat, c'est que voilà quoi, on n'a pas de il y a des clubs qui ont des passe-droits. Donc voilà. Quand tu prends des Mbappé ou Haaland, combien peuvent se les payer 3-4 clubs grand max. Oui, ça c'est clair, hein, absolument. Je suis tout à fait d'accord. Ça doit être à peu près que ça. Il y a effectivement le Real parce qu'ils ont les moyens. Il y a vraiment les moyens. Après, il y a les clubs anglais, les grands clubs anglais. Hein, on va dire, voilà, Manchester City, Manchester United, peut-être Arsenal et Chelsea. Et après, c'est terminé. Hein. Il y a que ces clubs-là qui peuvent se les payer. Et Paris Saint-Germain, bien entendu. Oui, parce que c'est pareil, ils sont hors du temps. Bref, en tous les cas, ces huitièmes de finale aller, il y a eu quand même des belles surprises. On va revenir au football un petit peu, enfin même si on parlait de football hein, depuis le début, mais c'est vrai que la Lazio est une très grosse surprise contre le Bayern. Ils ont fait un match qui était comment dire, très très besogneux, hein. Ils ont refusé le joueur, hein. Ils ont refusé le jeu et ils ont contré, et puis finalement ça s'est terminé sur un penalty. Mais en tous les cas, ils ont su contrer un Bayern qui est alors, c'était d'ailleurs aussi le cas contre Leipzig, on va en parler en deuxième point, mais très stérile en fait, hein, très stéréotypé dans sa façon de jouer. Alors un petit peu moins contre Leipzig, c'est vrai. Ils étaient quand même, le match était quand même plus direct, ça il faut quand même l'avouer. Les actions étaient plus directes, plus verticales, etc. Mais à la période où la Lazio a rencontré le Bayern, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont enchaîné 3 défaites d'affilée, c'est qu'en fait ils étaient complètement apathiques dans leur jeu de possession, complètement stérile. Ça faisait penser, je vous dis, au Barça des années 2013, 14 et après 2016, 2017, quand vraiment c'était une caricature du tiki-taka et qu'il n'y avait plus aucun dynamisme dans leur jeu. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Qu'est-ce qui s'est passé aussi ? Bon, le Real a fait le travail. Les gros sont plus ou moins là, hein. Manchester City a fait aussi ce qu'il devait faire. Voilà, c'est assez, comment dire, il n'y a pas eu vraiment de surprise. Même le Paris Saint-Germain, finalement, alors qu'ils ont fait une première mi-temps qui était vraiment pas terrible, ils ont quand même eu pas mal de chance hein, d'avoir une équipe aussi maladroite en première mi-temps, en phase 2, hein, je veux dire la Real Sociedad, parce que, ok, en deuxième mi-temps, voilà, ils débloquent le match, etc., mais c'est vrai qu'ils se sont fait rouler dessus en première mi-temps, c'était assez inquiétant, et je ne sais pas ce que ça peut donner à Anoeta, hein, le match retour, dans un stade vraiment bouillant comme ça, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. Le Real a fait le travail, mais face à une belle équipe de Leipzig. Ouais, tout à fait. Et puis, bon, voilà. Leipzig, ils n'ont plus rien à perdre. C'est une équipe qui est quand même très, on va dire, très ambitieuse. Hein, donc je sais pas. Je sais pas exactement comment ça peut le faire. Il mène que 1-0, hein, le Real, donc on sait pas, sur un malentendu, mais j'y crois pas, parce que le Real est vraiment en maîtrise, quoi. Ils sont vraiment en maîtrise. Bon, Manchester City, même s'ils ont pris un but contre le FC Copenhague, bon, ça c'est plié. La Real Sociedad, je pense que s'ils marquent dans les 10 premières minutes, Paris peut s'effondrer, honnêtement. Donc voilà. La Lazio, j'aimerais beaucoup qui passe, enfin pas parce que j'aime la Lazio, mais vous savez que j'aimerais bien avoir 5 places en Ligue des Champions pour le championnat italien, donc j'aimerais bien que tous les clubs italiens soient qualifiés pour les quarts de finale. Alors il faut savoir d'ailleurs que la Serie A est le seul championnat en Europe qui ont encore leurs 7 clubs en 8e de finale de Coupe d'Europe.
entre Conference League, Europa League et Champions League. Donc voilà, comme tu le dis, 7 sur 7 au JCRM, c'est assez rare pour être souligné. Alors l'année dernière, c'était la même chose, parce que l'année dernière, je crois qu'il y avait 6 clubs en demi-finale de Coupe d'Europe, l'année dernière, pour la Serie A. Sur les 8 engagés, il y avait 6 clubs italiens. Donc voilà. Non, pardon, il y avait 4 clubs italiens, il y avait la moitié des clubs qui étaient... Non, c'est ça. Il y avait bien la moitié, il y en avait 6, et il y avait 12 clubs, bien sûr, en demi-finale, parce qu'il y a 3 Coupes d'Europe. Donc voilà. Ouais. Alors, un petit tour dans les commentaires. Porto qui gagne beaucoup, avait coupé avant le but. On était surpris le lendemain. Ah oui, ceux qui ont coupé le match en fin de match, Porto-Arsenal, ont été surpris le lendemain de voir Porto qui avait gagné, effectivement. Après, Arsenal... une domination sans partage, 0 tir cadré, rien, que dalle. Donc c'était, Porto a fait ce qu'il fallait, et je pense qu'ils peuvent le refaire au match retour, parce que Porto est une équipe de contre, très clairement, pas du tout, ils détestent avoir la balle, et il y a un truc que Arsenal n'a pas, et que Porto a, c'est l'expérience, vraiment, et l'expérience en Ligue des Champions. Je pense que vous êtes tous des gens éclairés sur le football, vous savez que l'expérience en Ligue des Champions, ça fait la différence. C'est, des fois, les meilleures équipes ne passent pas à cause de ça, quoi. Donc voilà. Sesco, très bon, tu dis Pipovici. Alors, oui et non, parce que en fait, il est très bon pour se créer des situations, mais malheureusement, il en met pas une, en fait. Donc c'est compliqué, parce qu'il fait un super match, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, étant donné qu'il ne les termine pas, ces actions, en fait, je peux considérer qu'en étant le numéro 9 d'une équipe, si tu marques pas des buts, c'est bien beau de se créer des situations, mais je veux dire, le mec en a raté à l'appel, en fait. Ils auraient pu faire quelque chose. Enfin bon, bref. Donc moi, je suis un peu... voilà. La Real a pris beaucoup de risques dans son pressing en allant chercher les Parisiens très haut en individuel. La qualité technique du PSG a fait les différences. Paris va passer. Écoute, je te le souhaite, Kifkoni, tu sais bien, j'aimerais bien que tu sois content. Mais c'est le jeu de la Real. La Real prend des risques et est très agressive. C'est l'équipe en Europe qui fait le plus de fautes. Donc voilà, voilà. Je pense que c'est comment ? On verra, mais il faudra être solide dans les premières minutes. Dans la première mi-temps, les 20 premières minutes, si Paris prend un but, je pense quand même que ça va tanguer. Je pense quand même que ça va tanguer. C'est quand même pas l'assurance touriste, le moral du Paris Saint-Germain, malheureusement. Donc voilà. S'ils prennent pas de but, s'ils arrivent même à en mettre un en contre, parce qu'effectivement, ils vont prendre des risques, ils vont se découvrir énormément. Donc ils auront des occasions, je pense, le Paris Saint-Germain. Je pense que ce sera fini. OGCRM qui nous dit l'Atlético aussi, petite défaite, étonnant quand on voit l'Inter en Serie A, mais en Ligue des Champions plus compliqué. Alors oui et non, parce que je trouve que le résultat du match ne dit pas le match. Je sais pas si tu as regardé ce match. Mais moi je l'ai regardé, c'est le match que j'avais choisi de regarder ce soir-là, et en fait l'Inter leur a marché dessus, ils ont énormément d'occasions, c'est la même chose, il y en a aussi beaucoup qui sont ratés malheureusement, mais ils les ont dominés et ils ont pas tremblé, et l'Atlético a été complètement stérile. Donc c'est ça aussi le truc, c'est que je pense que l'Atlético était venu pour faire un 0-0, et bref, ils en ont pris un, et ça suffira parce que l'Atlético va être obligé de se découvrir, et quand tu te découvres contre l'Inter, alors là, c'est... je répète encore, et encore, chaque semaine, leurs prestations en Serie A, mais même en Coupe d'Europe, me confortent dans ce que je dis. L'Inter est la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle, et voilà, ça restera comme ça. Pour l'instant, j'ai pas encore vu meilleur. Donc voilà, je pense très sincèrement que juste un but d'écart suffira largement, parce que l'Atlético est dans une position où ils doivent se découvrir pour égaliser. Ils doivent gagner. Pour passer, ils doivent marquer 2 buts, l'Atlético, au début du match. On est bien d'accord. Donc je pense que ça va être très compliqué pour l'Atlético. Donc voilà. Alors, l'inverse, si Paris est clinique devant, c'est plié. Oui, absolument, je suis d'accord avec toi, Kif connaît ce que je disais.
Au JCRM, la Real Sociedad, c'est cata en ce moment. Absolument, ils ont perdu hier, ils ont pris une grosse roustade d'ailleurs en championnat d'Espagne. Donc oui, ils sont pas bien. Très clairement, ils sont pas bien, mais bon, galvanisés par le public, sur une soirée exceptionnelle, va savoir. J'y crois pas trop, mais je pense qu'il y a 20% de chance, quoi. Un truc comme ça. Donc voilà. Grand Donnarumma cette année sur sa ligne, en tous les cas, c'est vrai qu'il a retrouvé une certaine sérénité. Après, bon, toujours aussi nul dans les sorties aériennes. Et au pied, on va dire que on peut considérer qu'il s'est quand même un petit peu amélioré comparé à l'année dernière. C'est vrai, c'est pas mal. En fait, c'est vrai qu'il y avait une analyse qui était très bonne sur Donnarumma, je sais plus qui c'est qui l'avait faite, mais le problème, c'est pas sa précision à Donnarumma, parce que quand il est à l'entraînement, ses passes, il y a style 90% des passes qui arrivent, même des relances longues. Il est vraiment plutôt bon au pied. Le problème, c'est le temps de réaction. Quand le temps qu'il y a entre son contrôle et son action. Et c'est ça qui fait la différence sur les matchs de haut niveau, c'est qu'en fait la pression des joueurs, on l'a vu avec, je sais pas, bon, alors, l'action typique c'est Benzema, mais ça lui arrive souvent derrière de faire une passe moisie, pas parce qu'il n'a pas la qualité technique pour le faire, parce qu'il a une très bonne relance, il a une bonne relance, même voire une très bonne relance, mais c'est le temps de réaction entre les deux, et comme tout d'un coup il prend la pression parce qu'il est trop lent dans son analyse de la situation entre son contrôle et la frappe, bah en fait, des fois, il fait une passe qu'il ne devrait pas faire parce qu'il voit la pression arriver. Donc voilà, c'est un peu ça le truc. Mais oui, Donnarumma est plutôt, en tous les cas, je pense qu'il fait la meilleure saison depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Toujours pas l'assurance touriste, sauf sur sa ligne, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Arnautovic qui est l'entrée. Oui, alors bon, c'était mal barré aussi. Et c'est là où on voit le manque de qualité, excepté les très très grands clubs, les 2-3 grands clubs. Il n'y a plus d'attaquants vraiment très très forts dans les autres clubs. Bah Arnautovic encore c'est la même chose. Alors bon, bien sûr, excepté Lautaro en l'occurrence, si on prend l'Inter. Mais Arnautovic c'est la même chose. Des occasions à l'appel. Alors bon, 2 très grosses occasions qui ratent. Et puis finalement la troisième qui est pas loin de pas rentrer non plus, parce que sa frappe, elle est pas chirurgicale à ras du poteau. Elle est sur le défenseur alors qu'il y a quand même un bon mètre à gauche du défenseur où il aurait pu la mettre. Ce qu'on attend quand même d'un joueur niveau Ligue des Champions. Je veux dire, on n'est pas en train de, c'est pas la Ligue du dimanche là. Donc voilà. Donc ouais, c'est effectivement voilà. Bon, en tous les cas, il l'a marqué et c'est bien pour lui parce que c'est pas un mauvais gars, Arnautovic. Et puis bon, voilà, l'Inter en avait besoin aussi. Donc voilà. On verra, mais je pense que Thuram reviendra pour ce match et Griezmann aussi. Ce sera très bien d'avoir les deux parce que je pense que c'est plus agréable de voir un match de football de l'Atlético avec Griezmann et c'est plus agréable de voir un match de football de l'Inter avec Thuram. Donc moi je suis content qu'il y ait 3 semaines entre ces deux tours. C'est peut-être un des seuls trucs que je trouve bien, c'est que en 3 semaines il peut se passer plein de choses et quand il y a une petite blessure, tu peux t'en remettre. Donc voilà. On verra, mais c'est vrai que si on prend les 3 semaines, la Real Sociedad, ça n'est allé que dans le pire. Donc voilà, Paris, ça se maintient gentiment. Leur match hier contre Rennes, c'est bidon. Enfin bref, voilà. Et puis en plus, il commence à y avoir, bien sûr, les histoires entre Mbappé et Luis Enrique. Je te fais sortir alors qu'on est mené 1-0, alors qu'avant, ça n'était jamais arrivé. Mais en même temps, c'est ce qu'on devait attendre de l'annonce de Kylian Mbappé. Comment est-ce qu'on allait réagir à ça ? Enrique, lui, il réagit en disant ça y est, j'en ai plus rien à foutre en fait. Si j'ai envie de le sortir, je le sors. Bon, ce qui est peut-être pas mal, mais comment est-ce que Mbappé va réagir à ça ? Est-ce qu'il va continuer à être aussi motivé ? Ça, je sais pas. Un mot sur l'Europa League, pas de match ouf, peut-être un match clin d'œil avec le retour de Marcelinho au Vélodrome. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Ça va donner un petit peu de piment quand même au 8e de finale de l'Europa League. Ça va être pas mal. Marcelinho, et je pense que s'il gagne avec Villarreal, je pense que lui a beaucoup plus à prouver que l'OM, en l'occurrence. Donc je pense qu'il va être vraiment motivé. Et puis Villarreal a une vraie bonne équipe avec de l'expérience européenne, ce qui n'est pas du tout le cas de l'OM. Enfin, il y a très peu d'expérience, oui, ok, il y a Aubameyang peut-être, Veretout un petit peu, mais après, autour de ça, c'est un petit peu moisi, quoi. Donc voilà, en termes d'expérience, je parle, pas en termes de qualité. Enrique, il faudra pas qu'il fasse sortir Mbappé trop tôt contre la Real Sociedad, peut-être. Oui, ça c'est sûr, je pense qu'il le fera pas.
Je sais pas, on verra. Par contre, le manque de bol des deux clubs de Prague, Liverpool et Milan, ils auraient pas pu faire pire tirage. Oui, c'est vrai, mais tu sais que je suis pas serein, moi, contre le Slavia. Parce que nous, je crois que c'est le Slavia. Ou le Sparta. Ouais, je me souviens plus. Bref. En tous les cas, l'équipe qu'on a tirée de Prague, c'est la plus performante des deux. Et elle est super forte. Donc je suis pas super serein. Surtout que Milan, c'est... Enfin, ce Milan des dernières années, là, c'est les spécialistes d'arriver en short, claquette, sur le terrain en se disant, bon... ça va, c'est quand même pas une grosse équipe, on va s'amuser. Comme Rennes, là, le match retour à Rennes, j'avais envie de les taper, sérieusement. C'est inadmissible d'être aussi en dilettante. Léao, j'avais envie de le tuer. Enfin, c'est pas possible d'avoir des occasions comme ça et de les rater en Coupe d'Europe. Enfin, je sais pas, si tu fais partie du très très haut niveau, comme je le dis depuis longtemps, tu dois marquer ces occasions et finir le match au bout de 20 minutes, il y a 2-0, merci, c'est terminé, Rennes n'existe plus, bisous, c'est gentil, et là tu fais tourner, tu gères, et voilà quoi. Mais bon, bref. Par contre, le manque de... Oui, le seul beau match, c'est Rome-Brighton. Ouais, ça va être pas mal, hein, Rome-Brighton. Franchement, ça va être bien. Ça va être... Non, c'est bien, parce que la Roma revient plutôt bien. D'ailleurs, ce soir, ils ont un bon résultat, ce soir, hein, il me semble. Hein. On va regarder, mais je crois bien qu'ils menaient 3-1 avec 3 buts de Dybala. Ah, ils ont gagné 3-2, finalement. Eh ben, écoute, 3-2, finalement, avec 3 buts de Dybala, un triplé. Donc, ouais, ça tourne plutôt bien, la Roma, en ce moment. Donc voilà, d'ailleurs, après ça, il y a un bon Fiorentina-Lazio, le 7e contre le 8e, donc intéressant pour l'Europe, plutôt intéressant. Et puis demain, il y a le match... Non, c'est pas demain, c'est mercredi. Mercredi, il y a le match en retard de l'Inter contre l'Atalanta. Donc c'est très intéressant pour la zone Ligue des Champions. On va voir un petit peu si l'Atalanta peut vraiment revenir sur le Milan et sur Bologne d'ailleurs, qui les a passés ce week-end, ou si effectivement Milan sera plutôt tranquille et se battra juste avec Bologne jusqu'à la fin de saison. Pipovici qui dit on prend des pénaltys un peu limites en ce moment. Vraiment beaucoup. Ouais. En même temps, oui, mais c'est pas normal qu'on prenne autant de pénaltys, hein, en l'occurrence. Ça veut dire que nos joueurs aussi ont pas forcément la bonne attitude. Parce que oui, il y en a qui sont limites, et très clairement celui d'hier contre l'Atalanta, et c'est un scandale pour moi, bon bref. Enfin c'est un scandale, franchement, il n'y a pas pénalty, enfin c'est pas possible que Holm se tienne la tête 5 minutes après l'intervention de Olivier Giroud, alors qu'il lui a touché l'épaule vite fait du bout du pied, enfin tu peux pas siffler pénalty là-dessus, quoi, puis sinon on fait plus rien, on défend plus, on saute tout droit avec les mains dans le dos, puis c'est tout, quoi. Donc non, je sais pas, mais ça change pas que... Prendre autant de pénaltys ces derniers temps, ça dénote d'un comportement bizarre. Le pénalty de Thio, par exemple, la dernière fois, enfin, il n'y a pas à discuter, il est vraiment nul, quoi. Thio est nul. C'est pas possible de faire ça. Alors, c'est son premier match, il revient après une très grosse blessure, etc. Mais c'est naïf, de fou, de faire un move comme ça, quoi. Enfin, bref. Après, c'est Orsato. Je suis d'accord avec toi. Orsato, c'est Orsato. Avec le Milan, c'est une longue histoire. Et avec Léao en particulier, moi je pensais qu'il allait lui mettre un rouge à un moment à Léao. Hein. J'étais sûr qu'il allait sortir le deuxième jaune. Il n'a pas osé, mais je pense que ça l'a gratté. Hein. Je pense que vraiment ça l'a gratté. Si Léao avait ouvert sa gueule encore une fois, il lui mettait le deuxième jaune. C'était quasi sûr. Orsato, c'est vraiment... Je sais pas ce qu'il a, lui. Mais bref. Et encore, hein, c'est la star des arbitres italiens. Hein. C'est le gars qui arbitre tout le temps en Ligue des Champions, Orsato. Hein. C'est le mec, ils lui font arbitrer des finales de Ligue des Champions à lui, hein, ou de Ligue Europa. Hein. Donc, quand tu vois le niveau qu'il a dans les matchs italiens, tu te dis, waouh, c'est comme Turpin. Hein. C'est incroyable, c'est notre Turpin. Bah, voilà, absolument. Comme dit au JCRM, c'est votre Turpin italien. Absolument, c'est tout à fait ça. Bref. Les huitièmes, allez, en tous les cas, j'ai pas vu vraiment, excepté Manchester City, un favori qui s'est vraiment dégagé. On a senti que, moi je pense, hein, que le Real, Manchester City et l'Inter sont les 3 clubs qui sont dominants en Europe à l'heure actuelle, mais qui se sont pas vraiment foulés, on va dire. Surtout que City est tombé contre Copenhague, quand même. La
l'équipe la plus faible du plateau, je pense, hein, on peut quand même le dire, même s'ils ont un bon jeu. Et puis après le reste, hein, c'est un peu un tir groupé. Il y a pas des différences de fou entre, je sais pas, l'Atlético et Leipzig par exemple, ou je sais pas, enfin des clubs comme ça. J'ai pas vu le Bayern nous a rien montré, bien entendu. La Lazio n'a pas impressionné non plus, loin de là. Donc voilà, il y a pas d'équipe qui s'est un peu sorti. Arsenal, Porto, c'était voilà, tu peux pas dire que Arsenal a montré vraiment grand chose et Porto non plus. Donc voilà, donc il y a pas, voilà, excepté ces 3 clubs dominants, le reste ça va être un peu mou du genou. Et donc je sais pas, on verra les matchs retour, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de surprises, voilà, excepté peut-être, alors il peut y en avoir 2, ce serait peut-être la Lazio, mais je crois que le Bayern va un peu mieux. Et puis peut-être la Real Sociedad, mais j'y crois quasi pas, donc voilà, le reste je pense qu'il va pas trop y avoir de suspense. Voilà un petit peu pour les huitièmes de finale aller. On va parler peut-être un petit peu du Bayern, parce que le Bayern a fait quelque chose de dingo, moi je trouve. Annoncer c'est un peu comme Mbappé et son transfert au Real, mais en plus con encore. Enfin en plus bête, pardon. Vous allez me passer cette expression. Mais annoncer que Tuchel s'en va en fin de saison. C'est un peu comme Xavi, hein, d'ailleurs. Mais annoncer que Tuchel s'en va en fin de saison. C'est pas Tuchel qui l'annonce, c'est le club. En gros, le club lui dit « on te vire en fin de saison », parce qu'en fait c'est ça, hein, parce qu'il a encore un contrat avec le Bayern. Là, tu te dis « ok, donc pour sauver ta saison, tu décrédibilises complètement ton coach en milieu de saison. » Donc c'est quoi l'intérêt en fait ? Je comprends pas l'intérêt. Tu peux virer ton coach à un moment donné en te disant « bah non, il fait plus l'affaire », ça je comprends, d'accord ? En te disant « il faut que je change, il faut que je réimpulse un autre truc ». Mais dire que de toute façon tu vas virer le coach en fin de saison, bah c'est en fait lui retirer toute crédibilité. Les joueurs se disent de toute façon lui notre saison est foirée, on n'a que des résultats de merde, enfin ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, hein, c'est aussi là-dessus que je voudrais revenir. Et donc voilà, donc tu peux te dire ça, mais le Bayern ces derniers temps c'est quand même hallucinant. Il vire Nagelsmann après 2 défaites, hein. Pas 150 défaites, hein. 2 défaites, ils virent Nagelsmann, ils embauchent Tuchel. Tuchel fait une des meilleures saisons de l'histoire du Bayern en termes de points. C'est juste que devant eux, ils ont une équipe qui est hors du temps, qui vient de battre la série d'invincibilité de la Bundesliga, d'un club allemand. Donc, on est sur une saison extraordinaire, quelque chose qui n'existe pas, quelque chose de hors du temps de la part du Bayern. Si le Bayern n'était pas là, c'est sûr que le Bayern gagne le titre. Ils ont fait 18 sur 18 en Ligue des Champions. Ils ont juste perdu un match aller contre la Lazio sur un penalty. Bon, bref, ok. Ils annoncent le licenciement du coach. Non mais sérieux, mais le Bayern, ils font quoi en ce moment en fait ? C'est quoi le concept ou même la direction que tu veux prendre avec le Bayern en fait ? Et qui va venir au Bayern en fait ? Parce que les coachs, ok, alors tu te dis, bon c'est le Bayern, ils vont retrouver un coach. D'accord, mais les top coachs, en gros ils se disent, je fais 2 défaites, je me fais virer. Je suis 2e du championnat, il y a l'équipe du millénaire qui est devant moi. Je perds un match en Ligue des Champions. Bon, ok, tu perds en championnat, mais on s'en fout en fait, c'est pas très important. Vu que, en gros, de toute façon, le Bayern est intouchable cette année, et puis que t'as acheté Harry Kane, c'est ton problème, hein, c'est de ta faute, hein. T'as acheté Harry Kane, faut pas t'attendre à ce que tu gagnes quelque chose. Donc, en gros, tu fais 2 défaites, quoi, hein, on va dire, vraiment importantes, et tu te fais virer. Mais en fait, même Zidane, il va se dire, mais attends, mais j'y vais pas en fait, parce que son Real, il perdait les matchs, hein. Son Real en championnat, il gagnait pas le championnat chaque saison, hein. En revanche, ok, il a fait un triplé de Ligue des Champions, super. Mais l'année où il revient, il gagne le titre, il passe par toutes les étapes, il se fait taper en quart de finale, je crois, contre l'Ajax, un truc dans le genre. Zidane, il se fait pas virer. T'as le droit de perdre de temps en temps. Tu gagnes pas tout le temps. C'est pas 100% du temps tu gagnes. Maintenant, on dirait que le Bayern, en fait, il faut qu'il gagne la Ligue des Champions et le championnat chaque année. Déjà, t'en as gagné 11 d'affilée. C'est quand même normal que de temps en temps, t'en perdes un, quoi. Enfin, c'est pas dramatique. Je trouve que Tuchel, il fait plutôt un bon boulot. Et je trouvais que Nagelsmann faisait plutôt un bon boulot aussi. Donc, c'est assez surprenant. Moi, c'est un truc que je comprends pas.
Donc voilà. Juste en Ligue des Champions, on n'a pas du tout parlé du Barça-Naples. Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi au JCRM, mais je suis pas... voilà. C'était un match un peu naze. Voilà, c'est deux équipes qui sont vraiment pas bien. Voilà, même si le Barça là va un peu mieux en championnat, mais c'est quand même pas foufou. Et Naples, bon bah là, Naples encore, match nul ce week-end, 9e du championnat, 10e du championnat, bon bref. J'en parle pas parce que c'est... ouais, je trouve que eux ils ont rien à faire là. Il y a un des deux, tout le monde va vouloir le prendre en quart de finale, hein, parce que c'est très clairement les deux équipes les plus faibles, je pense, avec Copenhague. Donc voilà. Au JCRM, Klopp se fait pas virer avec de mauvais résultats. Arteta aussi. Le seul qui fait de mauvais résultats et qui reste, c'est Allegri. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai. Tu peux pas construire et demander à Tuchel de faire quelque chose avec ce club. Ils se sont dit, en gros, Tuchel, la dernière fois qu'il est allé à Chelsea, en 6 mois, il gagne la Champions League. Mais c'est un hasard. Enfin, c'est une fois dans une vie, ça. C'est pas à chaque fois que tu vas arriver sur un banc, tu vas gagner avec des champions. Faut se calmer. Il faut un process dans le football pour construire une bonne équipe. Je suis désolé, mais enfin bon bref. Moi je comprends pas la direction du Bayern. Alors bon là ils s'en sont sortis avec un but à la dernière minute contre Leipzig. Bon bah très bien. Alors ils ont eu des occasions, hein. Très clairement ils ont eu des occasions avant de tuer le match. Mais c'est quand même pas fou quoi. Je veux dire c'est pas génial. C'est pas ouf. Et tu sens que je suis pas sûr moi que le fait d'annoncer la fin de Tuchel ajoute à la sérénité du club et fasse avancer les choses, hein. Franchement ça j'en suis absolument pas sûr. Donc voilà, moi je suis assez surpris par la politique du Bayern et un club qui effectivement était sorti du FC Hollywood. T'as tout à fait raison Kif Kony d'en parler. Et tu mets entre guillemets d'un commun accord. Ouais, c'est d'un commun accord, tu dégages, c'est surtout ça. Donc voilà, mais le FC Hollywood est de retour au Bayern. Le FC Hollywood est de retour, c'est incroyable en fait. C'est pas normal d'avoir des réactions aussi épidermiques concernant des coachs qui font de très bonnes saisons. Nagelsmann faisait une super saison avec le Bayern avant de se faire virer, hein. Donc je sais pas, en fait je comprends pas. C'est assez bizarre. Pipovici, Naples avec le sélectionneur de la Slovaquie maintenant. Ouais, effectivement, tu vois, comme quoi Renard aurait très bien pu faire une pige à la Côte d'Ivoire, tu vois. Ça a donné des idées. De Laurentiis s'est dit ça, c'est une super idée, je vais recruter un sélectionneur. Bon, après, ce sélectionneur a été adjoint de Spalletti, adjoint de Sarri. Donc il connaît l'effectif, il connaît Naples, etc. Et puis c'est pour une pige. Donc comme le sélectionneur slovaque n'a pas grand-chose à foutre apparemment, hein, la semaine, voilà, il s'occupe de Naples pendant quelques mois. Et puis ensuite, Naples trouvera un coach. Donc voilà. Avec Hamsik dans le staff, ouais, Hamsik effectivement qui est un peu, qui est slovaque aussi, et qui a un peu le lien aussi, on va dire, avec les joueurs et avec le club, quoi. La caution historique du club. À la limite, si c'est toi qui le dis, comme Xavi ou comme Klopp, ça passe, mais là, c'est le club, c'est dingue. Oui, absolument, c'est ça. Je suis d'accord avec toi en plus. Si encore Tuchel dit, écoutez, moi j'en ai marre, je me barre à la fin de saison, mais bon, je veux pas vous laisser dans la merde, je continue à être là, pas de souci. Mais vraiment, c'est pas normal, quoi. Kif Kony, salut, je dois filer, bonne soirée et bonne semaine, Mehdi, vivement l'édition spéciale championnat croate avec la lutte à 3 entre Rijeka, Hajduk Split et Dinamo Zagreb. Écoute, si tu veux nous en parler un soir, avec grand plaisir, n'hésite pas, tu m'écris, et si tu as envie de nous en parler, avec grand plaisir, hein, moi je suis tout à fait à ton écoute pour parler du championnat croate, ou même peut-être me renseigner un petit peu avant pour savoir de quoi on parle, mais c'est bien s'il y a une lutte à 3, c'est rare les championnats où il y a une lutte à 3, donc j'espère que tu t'éclates. D'ailleurs, ça parle d'un retour de Modric au Dinamo Zagreb, ouais, son club formateur. Ce serait pas mal, hein, mais j'ai plus l'impression... s'il fait ça, c'est génial. Franchement, après avoir tout gagné au Real et tout, ce serait génial. Mais ce serait vraiment bien. Hein, ça ferait autre chose que Messi, Cristiano Ronaldo et tous les ballons d'or, tous les derniers ballons d'or. Parce que de toute façon il y en a que 2, donc voilà, mais j'ai bien peur qu'il aille aussi soit en MLS, soit en Arabie Saoudite, hein, je pense. Ça va être compliqué de pas passer par cette case-là avant de rentrer au Bercail, parce que t'as tellement d'argent à prendre que voilà, et puis en plus ça joue à 2 à l'heure, donc or les États-Unis non, ça joue pas à 2 à l'heure, ça joue à 1 à l'heure.
et on va dire l'Arabie Saoudite, ça joue à 3. Donc voilà. D'ailleurs, on le voit, hein, on le voit très clairement dans les matchs internationaux. Dès qu'il y a des joueurs qui jouent en Arabie Saoudite, qui font des matchs internationaux, les gars galèrent. Hein, ils galèrent pas mal. Hein. Donc voilà. Moi, à Marseille, comme dernière piste, je le prends tous les jours. Ah oui, bon, bref, c'est clair. Bah, Modric, de toute façon, dans n'importe quel club de Ligue 1, excepté peut-être le Paris Saint-Germain, et encore, parce que je pense que quand même, tu mets Modric à la place de Vitinha, je te dis oui, tu mets Modric à la place de Zaïre Emery, je te dis oui, et tu mets Modric à la place de Ugarte, je te dis oui. Donc voilà, après, tu vois, un milieu de terrain Modric, Vitinha, Zaïre Emery, ça aurait de la gueule, vraiment, ça aurait de la gueule. Bon, après, il faut vraiment qu'il y en ait un qui taffe, fort, dur, en numéro 6, parce que c'est plus Modric qui peut le faire, donc voilà. Donc je sais pas. C'est clair, je suis d'accord. Donc le Bayern respire, mais je trouve est en respiration artificielle encore. Donc voilà, on verra. Mais moi c'est la direction du club qui me fait flipper. Donc voilà. Et puis le Bayern, bah eux, tout leur réussit. Hein. Encore, je sais pas si vous avez vu la victoire. Contre je sais plus qui, mais je crois que c'est Mayence. C'est lunaire ce que fait le goal. La frappe de Xhaka, je sais pas ce qu'il fait, elle lui passe juste au-dessus de la tête. Hein. Il tend même pas les bras. Alors peut-être il voit pas le début de la frappe, je sais pas. Mais bon voilà. Et alors là, la deuxième, c'est opération savonnette. Donc il gagne, donc c'est sûr que le titre leur reviendra en fait. Ce genre de match, quand tu les gagnes, c'est que c'est à toi le truc, c'est sûr et certain. Donc voilà. Donc le Bayern, je pense, va perdre le titre. Harry Kane va toujours pas gagner un titre. Je les vois mal gagner la Ligue des Champions aussi, le Bayern. Donc je pense que Harry Kane va réussir à faire l'exploit de gagner aucun titre avec une équipe qui, depuis ces 15 dernières années, gagne tout le temps un titre. Au moins un titre. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Ils ont la chance du champion de Bayern cette saison, c'est clair. Ah oui, c'est sûr. Toutes les frappes, même quand c'est sur le goal, le truc ça rentre. Enfin bref. Et quand c'est pas cadré, c'est dévié pour que ce soit cadré. Donc c'est hallucinant. Bref. Tant mieux pour eux. Hein. Ils jouent un très beau football, hein, donc voilà. Mais des fois, il y a des matchs où même quand tu joues un très beau football, j'en sais quelque chose. Hein. Hier, je pense que Milan a joué un football délicieux tout le match. Malheureusement, bah tu marques pas. il y a des matchs comme ça où tu marques pas. Et eux, bah en fait, ils ont même dans les matchs où ils devraient pas marquer, bah ils marquent quand même. Donc voilà. Dans la série Kane Coman, Kaut Coman, il va découvrir ce que c'est d'être vice-champion, oui, clairement. Ouais. Lui qui a jamais qui a jamais passé une saison professionnelle sans gagner un titre, effectivement. On va terminer gentiment par le premier titre de la saison en Première Ligue, pour les clubs anglais en tous les cas, pour Liverpool, dans un match superbe. Tu l'as dit au JCRM que c'était un match superbe, ce Chelsea-Liverpool, vraiment palpitant. Alors bon, l'Avare nous a encore réservé de belles surprises avec des buts qui sont validés puis ensuite refusés, etc. Donc ça participait aussi à l'espèce d'ascenseur émotionnel hein, qu'il y a eu dans ce match, hein, parce que c'est vrai qu'il y a un but hors jeu de Sterling, il y a un but hors jeu, enfin pour un hors jeu, pas de Van Dijk, mais pour un hors jeu, etc. Donc ouais, franchement, c'est énormément d'occasions et puis des belles histoires avec les joueurs de Liverpool qui rentrent, qui ont 17-18 ans. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la vidéo du joueur, je sais plus, je crois que c'est Bobby ou Robbie ou je sais plus, qui retourne au lycée ce matin et il y a tout son lycée qui l'attend en l'applaudissant parce qu'il a gagné la Coupe de la Ligue la veille avec Liverpool. Le mec va juste au lycée le matin, il est habillé en écolier quoi. Donc c'est assez ouf. Et ce mec-là était sur le terrain la veille et gagne la finale de la Coupe de la Ligue. Donc oui, non, franchement c'était un super match. Il y avait plein de belles histoires. Et puis effectivement, la belle histoire continue pour Klopp. T'as tout à fait raison, JCRM, la joie communicative de Klopp. On aurait dit qu'il gagnait son premier trophée en tant que coach. Bah oui, mais c'est aussi le scénario du match qui fait ça. Donc voilà. Je suis plutôt dans l'inconnu de savoir qui va pouvoir prendre la succession de Klopp tout de même. J'ai pas vraiment de favori en tête. Alors, moi j'ai lu une news, je sais pas si je vous l'avais dit certainement, je pense, je vous l'avais dit, je vous le redis parce que je le pense sincèrement. C'est ça qui est bizarre. C'est que ils disaient qu'ils allaient prendre le coach qui a le plus surperformé avec son effectif.
En gros, Liverpool veut un coach qui arrive à surperformer, enfin, en gros, développe les joueurs, hein, parce qu'à la base, il n'a pas forcément les meilleurs joueurs. Très clairement, Klopp n'a probablement, quand tu regardes un peu l'équipe de Liverpool, même hier hein, contre Chelsea, hein, si tu regardes l'équipe qu'il a alignée et les joueurs qu'il a fait rentrer en cours de match, très clairement, tu penses que la qualité intrinsèque de chaque joueur de Chelsea est quasi supérieure à tous les joueurs de Liverpool. Et pourtant, il gagne. Et pourtant, alors à quelques joueurs près, hein, attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais pourtant il gagne. Et ben je pense que si c'est le cas, le futur entraîneur de Liverpool, ça doit être Stefano Pioli. C'est clair, il y en a deux, hein, ça peut être soit De Zerbi, soit Stefano Pioli, mais c'est l'un ou l'autre, parce que très clairement, les deux coachs qui surperforment le plus, et je pense que Stefano Pioli a beaucoup plus surperformé que De Zerbi, Stefano Pioli, ce qu'il a fait, gagner une Serie A contre l'Inter de ce moment-là, hein, avec les Lukaku, etc., qui étaient ultra chauds, et aller en demi-finale de Ligue des Champions avec des gars comme Salemakers, Messias, des inconnus comme Thio, Kalulu, etc., très honnêtement, hein, c'est le coach qui surperforme le plus avec son effectif. Et encore une fois, on le voit hier, l'équipe du Milan n'est pas terrible, et pourtant, cette équipe est dans le haut du tableau, et franchement, il n'y a aucun joueur où tu te dis, excepté Léao et Théo, donc en gros tu as deux joueurs, bon, et Maignan, donc on va dire tu as trois joueurs vraiment qui sont hors normes, et après le reste, c'est moyennasse. Bon, franchement, hein, je les aime beaucoup tous, parce que je trouve qu'ils donnent tout ce qu'ils peuvent, mais c'est pas top niveau. Et pourtant, on attend du top niveau. On attend qu'il gagne le titre, on attend qu'il aille loin en Ligue des Champions, on attend qu'il gagne l'Europa League, là. Bah, je suis désolé, mais sur le papier, l'équipe du Milan a pas les moyens de gagner l'Europa League. Si Pioli gagne l'Europa League, mais c'est même plus de la surperformance, c'est autre chose, c'est un miracle, en fait. Donc, voilà, moi je pense que Pioli est le coach en Europe qui surperforme le plus, avec De Zerbi, probablement. Donc voilà, parce que je trouve que Xabi Alonso fait du très bon boulot, mais Xabi Alonso a une très bonne équipe, un très gros effectif par rapport à ce qu'il fait. Donc c'est pas si fou que ça en fait. Donc voilà. Je dis pas qu'il est meilleur que le Milan, mais ça change pas. On verra à la fin hein, jusqu'où il ira, mais il a un bon effectif. Je pense pas qu'il surperforme. Alors bon, si, être devant le Bayern, c'est surperformer. Mais être devant Stuttgart, Dortmund et tout, non, c'est pas surperformer avec l'effectif du Bayern. En tous les cas, moins que Milan, qui serait éventuellement devant l'Inter. Donc voilà. L'ambiance avant le match, You Never Walk Alone et les drapeaux pour Chelsea et tout ça, sans aucun accroc en tribune. Ouais, non, c'est vrai, c'était une super... Wembley était magnifique hier, les chants, etc. Non, franchement, c'était top. J'aimerais Xabi Alonso après. Ce serait la belle histoire. Bien sûr, ce serait la belle histoire. Maintenant, je suis pas sûr que a priori, les dernières nouvelles, c'est Xabi Alonso veut aller au bout de l'histoire avec le Bayern et jouer la Ligue des Champions avec cette équipe. Ce qui serait pas mal. Hein. Franchement, ce serait bien hein, de ce qui se frotte à ça et qu'il ait de l'expérience avant d'arriver dans un gros club comme Liverpool, parce que la Ligue des Champions, la pression, etc. Alors, il la connaît en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, il la connaît pas encore. Donc, ouais, ça pourrait être pas mal. Ça parle beaucoup de celui du Sporting, Ruben Amorim pour Liverpool. Ruben Amorim fait un excellent travail au Sporting. Le Sporting probablement est l'équipe au Portugal qui joue le mieux au football. Et c'est pareil, lui, il n'a pas un effectif de ouf, même comparé à Porto ou à Benfica, et pourtant il les emmerde sérieusement. donc voilà, ouais, effectivement, Ruben Amorim, très très bon coach. Hein. Franchement, super coach. Et moi, j'adore son Sporting Portugal. Vraiment, je trouve ça top. Après, l'Atalanta se reprend, le Sporting Portugal d'ailleurs. Ils étaient dans la même poule, mais comme entre-temps il y a eu le barrage, bah bam, au tirage au sort, ils les reprennent. Ça veut dire qu'ils vont quand même les jouer 4 fois en Coupe d'Europe dans la même saison. C'est un peu bizarre, mais bon. Bref, on n'a pas félicité les clubs français en Europa League. Non, on les a pas félicités, c'est vrai. Bah d'ailleurs, il faut pas. Non, ça va. Marseille déjà a passé un club ukrainien, ce qui est pas mal parce que c'est très très rare que les équipes françaises arrivent à passer contre un club ukrainien. D'habitude, hein, si on prend les dernières confrontations, et c'était il y a pas longtemps encore, hein, avec Monaco en tour préliminaire de Champions League, bah le Shakhtar les tape, hein, et c'est le Shakhtar qui va en Ligue des Champions. Donc ça veut dire que c'est quand même pas fréquent, sachant que Monaco a quand même un effectif et une équipe bien plus sérieuse que celle de Marseille. Donc
Tu vois, c'est les clubs français contre les équipes ukrainiennes, slovaques, slovènes, tout ça, ça passe rarement. Hein. C'est très très rare que ça passe. Hein. Bulgare, tout ce que tu veux, hein, ça tape tout le monde. Hein. De toute façon, c'est simple. C'est très rare. Bien sûr, hormis le Paris Saint-Germain, bien entendu. Moi, j'irais chercher Francaise à Liverpool, perso. En plus, ça parle de Ghisolfi en DS. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais Francaise est un très bon entraîneur. Après, il y a la dimension langue étrangère. Je sais pas s'il l'a ou pas, mais je pense que c'est important hein, quand tu arrives dans un club comme ça. Et c'est sûr que, en tous les cas, c'est un entraîneur un peu très, très discret. Alors, bon, on a l'image de Jürgen Klopp. On n'est pas obligé d'avoir le même style que Jürgen Klopp. Mais voilà. Je sais pas. Pourquoi pas, mais en tous les cas, Francaise est un super entraîneur. Je pense que c'est le meilleur entraîneur français à l'heure actuelle en exercice, à part Didier Deschamps. Donc voilà. Bon, en tous les cas, c'est ce que je pense, mais voilà. C'est pas Gasset. Non, c'est pas Gasset, mais Gasset, il amène quelque chose. Il amène un côté papy à Marseille. Il rassure les joueurs. Et puis voilà, quoi, ça marche. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant, ça marche contre le Shakhtar qui est en trêve, hein. C'est même pas en trêve, ils sont hors saison, leur saison n'a même pas encore démarré, ça fait 10 semaines qu'ils jouent des matchs amicaux, hein. Et qui jouent à Hambourg, à l'extérieur, enfin bref, ils jouent même pas dans leur pays, et Montpellier qui est quand même en dessous de tout en ce moment en Ligue 1, donc pour l'instant c'est bien, ça fait 7 buts en 2 matchs, c'est très très bien, mais maintenant il faut voir un peu quand la pente va un petit peu s'élever. Donc voilà, on verra à ce moment-là. Je pense pas que Marseille soit guéri grâce à Gasset, mais en tous les cas, c'est quand même mieux. On peut pas dire qu'il n'y a pas d'effet Gasset, parce que quand tu vois les résultats de l'OM depuis 2024, où les gars n'ont réussi à battre qu'une seule équipe, c'est Thionville, et encore ils ont galéré, bon, tu vois, ne serait-ce que Montpellier ou le Shakhtar, c'est très bien de les avoir battus, hein, parce que c'était quand même très mal barré avec mon cher et adoré Gattuso. Donc voilà. Et c'est pas ironique, hein, bien sûr. C'est que je l'aime d'amour. Donc voilà. Écoutez, on a fait un petit peu le tour. Mais en tous les cas, bravo pour le Liverpool FC, qui peut encore remporter la Première Ligue, qui peut encore remporter l'Europa League et potentiellement la FA Cup. Je crois qu'ils sont aussi en course pour la FA Cup, donc ils peuvent encore faire un quadruplé. Et ils ont validé la première partie du quadruplé, donc c'est déjà pas mal. On verra bien. On en a parlé, mais Chelsea est la première équipe à perdre 6 finales de coupe d'affilée. Waouh, ah ouais. Je savais pas. Ouais, ils sont quand même pas dans la meilleure période de leur année, de leur histoire. Hein. Le titre en 2019, c'est en 2019 ou en 2020 2019, je crois. C'est bien loin. Hein. C'est très très loin, hein, le titre en Ligue des Champions. Hein. Compliqué. Triplé de Dybala, ouais, c'est ça. Ils ont gagné 3-2 contre le Torino. Entre Cup et Carabao Cup, oui, bien sûr. Hein. Mais c'est clair que... Et puis, en plus, ils rencontrent quand même très souvent soit Manchester City, soit Chelsea. Hein. C'est quand même assez rare que ce soit une autre équipe qui rencontre et qu'ils se font toujours taper par les deux. Donc, bref. Enfin, écoutez, ça a été encore un plaisir de partager ce moment football avec vous. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve... alors, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine... voilà, la semaine prochaine, c'est les vacances. Donc voilà, la semaine prochaine, je pourrai pas. Mais on se retrouve dans 2 semaines et il y aura les matchs de Ligue des Champions qui vont revenir. Donc ça va être top. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, je vous souhaite de très bons matchs de football tout au long de la semaine. Donc voilà. Il y a le derby de United et un Naples-Juve. Ouais, non, mais il y a de l'actu, hein, mais bon, malheureusement, je peux pas être là la semaine prochaine, exceptionnellement. Donc voilà, donc on se verra la semaine d'après, qui sera probablement le 11 mars. On se revoit donc le 11 mars à 20h, sans faute, en direct sur Twitch. Et en attendant, n'oubliez pas, je vous souhaite une excellente soirée et ciao les gars, ciao.